Voilà. OK. Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans la paracha, ce n'est pas un verset particulier, mais on va essayer de découvrir un personnage particulier, un personnage que on connaît tous, hein, c'est le personnage de Yehuda. C'est-à-dire que la paracha nous donne en fait pas directement, mais par l'intermédiaire des différents éléments et des différents événements auxquels on assiste dans la paracha, on va découvrir en fait qui est Yehuda. Qui est Yehuda. Et c'est un personnage qui est un petit peu complexe. C'est pas C'est quelqu'un de gentil. très clair, Très bien. de très, j'aurais pu dire, Merci. complètement, de complètement transparent. Et on voit très souvent dans la Torah que, contrairement à ce qu'on a en général l'habitude, c'est que on imagine, malheureusement, que la Torah doit toujours présenter des personnages qui sont noirs et blancs, c'est-à-dire ou bien des bons ou bien des méchants. Mais en fait, quand on regarde vraiment dans les détails des versets, on découvre la plupart du temps que ce n'est pas vrai du tout. La Torah ne nous présente pas des personnages en noir et blanc, elle ne nous dit pas que Moshe était tout seulement quelqu'un de bien, c'est-à-dire qu'il ne faisait jamais d'erreur et qu'il était tout le temps parfait. De la même manière, Yehuda n'a jamais été complètement parfait, de la même manière que Yitzhak, Abraham ou Yaakov n'ont pas été complètement parfaits non plus. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans la Torah de personnages qui sont complètement, j'aurais pu dire, des saints chrétiens, je ne sais pas moi, qui ne font jamais d'erreur, qui sont tout le temps des hommes d'exception. Et donc là, ce qu'on va voir, ça c'est un texte que j'ai un peu changé, dans lequel j'ai trouvé l'ensemble des versets plus ou moins qui vont nous intéresser. Et donc, ce qu'on doit commencer par comprendre, c'est que la Torah, en nous présentant le personnage de Yehuda, n'a pas l'intention simplement de nous raconter l'histoire, les événements de ce qui se passe, mais comme dit Manitou, la Torah vient nous raconter l'évolution identitaire des personnages, c'est-à-dire ce que représente Yehuda du point de vue de sa personnalité, c'est-à-dire pour nous, qui est-il? Deuxièmement, pas seulement qui est-il pour nous, mais dans les événements auxquels il a vécu, comment il a évolué lui-même, pour que nous-mêmes, si nous voulions prendre exemple de Yehuda, sachions exactement comment faire et voir de quelle manière on évolue. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment évolue Yehuda? Et ce qui va nous intéresser ici, c'est du point de vue de la direction politique. À savoir que notre paracha, on va dire, contrairement à la première impression que l'on a quand on lit le texte, ne nous raconte pas seulement les événements, elle nous explicite comment se crée un dirigeant politique. À partir de quoi? Quelles sont ses qualités? Et surtout, quelles sont les spécificités identitaires qu'il doit parvenir à créer pour devenir un dirigeant politique. Alors, c'est intéressant pour nous parce qu'on va pouvoir comparer avec les dirigeants politiques qu'on a aujourd'hui ou ceux qu'on avait hier, chacun selon ses obédiences politiques, choisissant l'idéal politique qu'il préfère. Donc, qu'est-ce que la paracha nous dit? Eh bien, la paracha nous dit, premièrement, qu'il se trouve qu'il s'est produit véritablement dans notre paracha une véritable révolution. Ça, on ne peut pas le savoir. On le sait que si on accepte d'ouvrir un autre livre, qui est le livre de Divrei Hayamim. Alors, c'est un peu loin. Divrei Hayamim, ce n'est pas le premier livre qu'on ouvre tous les Shabbats. Mais dans le livre de Divrei Hayamim, dans le Perek He, il y a le verset suivant que je vais juste citer. Il est écrit comme ça. Ubnei Reuven Bechor Israël, et les enfants de Reuven, qui est l'aîné d'Israël, et le verset continue, Kihu Bechor, parce qu'il est l'aîné, donc Reuven est l'aîné, ou Bechalelo Yetsue Aviv, Nitna Bechorato, Libnei Yosef ben Israël. Et à cause de ce qu'il a fait avec sa mère, on avait vu ça la semaine dernière, l'histoire des Doudaïm, etc.,
Donc, à cause de cela, eh bien, il a perdu le droit d'aînesse. Et ce qui s'est passé, Nitna Bechorato Livne Yosef ben Israël, et on a donné le droit d'aînesse aux enfants de Yosef, le fils d'Israël, le fils de Yaakov. Donc, le verset nous dit que Reuven, qui est l'aîné, aurait dû donc être le véritable, on va dire comme ça, le véritable successeur de Yaakov, en fait, n'est plus le successeur en tant qu'aîné parce que le droit d'aînesse a été transmis à Yosef. Aval, dit le verset, mais l'ole itiaches la bechora. Mais en fait, il a perdu le droit d'aînesse, il a été transmis ce droit d'aînesse à Yosef, mais Yosef n'est pas l'aîné quand même. L'ole itiaches la bechora. Yosef non plus n'est pas l'aîné. Qui Yehuda gavar be'echav, parce que Yehuda, lui, a su dominer ses frères, il a surmonté, dans le sens de gavar ici, ça ne veut pas dire surmonter dans le sens qu'il est plus fort, mais il a réussi à prouver qu'il était le meilleur des frères. Ulen nagid mimenu. Et c'est lui qui est devenu nagid, le dirigeant politique. Mais à Bechora le Yosef. C'est-à-dire que quand on lit ce verset, on ne comprend rien. C'est-à-dire, qui est l'aîné en fin de compte alors? L'aîné, c'est Reuven, qui a perdu le droit d'aînesse et qui a été transmis à Yosef. Mais Yosef n'est resté que l'aîné, mais il n'est pas devenu le dirigeant. Le dirigeant, c'était Yehuda. Donc, il y a en fait toute une véritable, on va dire comme ça, une véritable révolution qui s'est produite, à savoir, ou un coup d'État, on pourrait dire même, un véritable coup d'État. Dans notre paracha, en fait, ce qui va se décider, c'est qui va diriger la famille. Eh bien, celui qui dirige la famille, c'est Yehuda. L'aîné, c'est Yosef à la place de Reuven. Donc, il y a Reuven, l'aîné, qui aurait dû être le successeur. Il perd le droit de succession, mais pas pour Yosef. Il perd le droit de succession pour Yehuda et il perd le droit d'aînesse pour Yosef. Donc, Yosef est l'aîné, Yehuda est le dirigeant, Reuven est le grand perdant de cette histoire. Et ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre paracha qui puisse dire, en fait, pourquoi Yosef et Yehuda prennent la place de Reuven, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est Yehuda lui-même. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, on va commencer donc à regarder donc, les premiers versets. On va commencer par Reuven. Alors, comme il est écrit ici à la ligne 9, il aurait dû être celui qui dirige les frères. Il aurait dû être celui qui dirige le frère. Mais, comme on le voit dans le livre de Divrei Hayamim, ligne 10 maintenant, Vaï bishchon Israël ba'eretz ha'i, vayelech Reuven, vayishkav et bil'a pilegesh et aviv, vayishma Israël. Donc, on voit, il a fauté de manière très très grave, et le Midrash nous raconte que c'est parce qu'il a voulu pousser Léa vers Yaakov, et donc il a fait toutes sortes de manœuvres avec les autres femmes de Yaakov. Le verset ici est très fort. Il nous dit « Vaishma Israël ». On se rappelle de ce que ça veut dire « Vaishma Israël ». Parce que « Ve'aviv shamar et adavar », il était écrit qu'au moment des rêves de Yosef. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Aviv shamar et adavar, ça veut dire que, eh bien, Yaakov n'a pas oublié. Et on a exactement ici la même réaction. C'est-à-dire qu'on voit que que Israël, Yaakov, Vaishma, il a entendu ce qui s'est passé, et on nous dit il a entendu, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'oublier. Et donc, Yaakov va reprocher toute sa vie à Reuven ce qu'il a tenté de faire. Plus tard, au moment de l'histoire de Binyamin, on va voir que Yaakov ne va pas non plus accepter, ça on va le voir dans les versets par la suite, on va voir que Yaakov n'accepte pas la proposition de Reuven. Alors, si vous voulez, on va rappeler la proposition de Reuven. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Eh bien, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la Torah nous raconte que Reuven va proposer à Yaakov de prendre Binyamin avec lui. Et quand il va devoir prendre Binyamin, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire à Yaakov la chose suivante. Alors, je vais rappeler les versets. Le premier verset, c'est le verset 36 au chapitre 42. Donc, je vais juste le lire parce que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Vayomer alehem Yaakov aviem. Donc, Yaakov réagit après que les frères soient revenus en Israël et qu'il parle avec Yaakov. À ce moment-là, il raconte à Yaakov que le dirigeant d'Égypte a demandé de voir Binyamin. Vayomer alehem Yaakov aviem. Oti shikaltem. Vous m'avez déjà rendu en deuil. Yosef eneno. Yosef a disparu. Shimon eneno. Shimon a été pris et gardé en otage. Et Binyamin tikachu. Maintenant, vous allez me prendre Binyamin. C'est ce que dit Yaakov. Donc, c'est-à-dire que Yaakov se plaint. Et on voit qu'il a déjà des doutes quant à de ce qui s'est passé avec Yosef. Et donc, il dit, moi, c'est pas du tout, je ne veux pas du tout. Mais on remarque déjà dans la phrase de Yaakov qu'il ne le refuse pas complètement. Il ne dit pas un non définitif, mais il dit vraiment c'est exagéré. Qu'est-ce que fait Réhouven? Réhouven, tout de suite, réagit à ce que dit Yaakov et il dit la chose suivante. Vayomer Réhouven et la vive les morts. Et shne banai tamit imlo avieno elecha. Je te donne la possibilité de tuer mes deux enfants, mes deux fils, si jamais je ne ramène pas Binyamin. Tena oto aliadi, tu peux le donner en ma main, vani ashivenu elecha. Ok. Ce qui s'est passé donc, c'est que propose donc Reuven, je suis garant de Binyamin à tel point que je suis prêt à faire mourir mes enfants si jamais je ne le ramène pas. Évidemment pas, ça ne veut pas dire qu'il a proposé à Yaakov, tu n'as qu'à tuer tes petits-enfants sous prétexte que je n'ai pas ramené ton fils. Mais ce qui veut dire là, il peut dire, tu peux être sûr, tu peux compter sur moi. Si jamais tu le donnes en ma main, eh bien tu verras que je te garantis que je le ramènerai parce que pour moi, si je ne le ramène pas, c'est comme si j'avais tué mes deux enfants. C'est à peu près ce que dit Reuven. C'est-à-dire qu'il ne dit pas à Yaakov, tu peux tuer mes deux enfants, mais il veut dire par là, imagine que je ne ramène pas Binyamin, ça veut dire que en fait, j'aurais tué mes propres enfants. Donc c'est inconcevable, et c'est pour cela que je te dis que tu peux être absolument sûr. Et à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Vayomer, réponse de Yaakov. Écoutez bien, il propose quelque chose on va pas seulement dire de gentil, mais de vraiment important. Il dit, je prends la responsabilité de Binyamin au point que je considère ça comme tuer mes enfants si jamais je ne le ramène pas. La réponse de Yaakov, qui jusqu'à présent était vraiment vous exagérez, vous m'avez déjà pris Yosef, vous m'avez déjà pris, j'ai déjà perdu Yosef et Shimon, et maintenant vous voulez me prendre aussi Binyamin. Mais il n'a pas dit non, définitif. Maintenant, voilà la réponse de Yaakov. Vayomer, lo yered beni imachem. C'est-à-dire qu'à la suite de la proposition de Reuven, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, au lieu d'accepter la proposition de Reuven, Yaakov refuse maintenant complètement de donner son fils à Reuven. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, dans le verset 36, on avait l'impression que Yaakov était prêt à envoyer Binyamin, mais qu'il se plaignait que c'était vraiment exagéré puisqu'il avait déjà perdu deux enfants, maintenant qu'il a entendu la proposition de Reuven, au contraire, il se cabre et il refuse complètement de donner son fils à Yaakov, à Reuven. Vayomer lo yered beni imachem ki achiv met ve'u levado nishar ve'karao ason baderech asher telchu ba ve'oratem et tsevati beyagon she'ola. C'est-à-dire que Reuven avait l'intention de convaincre Yaakov de lui donner Binyamin. Or, ce qui s'est produit, c'est exactement le contraire. Il a obtenu le résultat contraire. Après que Yaakov
et entendu ce que lui a proposé Réhouven, il refuse complètement d'envoyer son fils. C'est-à-dire que non seulement ça n'a pas provoqué chez Yaakov l'assentiment d'envoyer Binyamin, mais au contraire, maintenant Yaakov s'est cabré et il refuse complètement. Il refuse complètement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez Réhouven. On voit qu'il provoque, au contraire, un refus de Yaakov, alors qu'il était en train de tenter de convaincre Yaakov. Alors, si on essaie de se demander, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, première explication qu'on pourrait donner, c'est qu'il n'est pas, vraiment, là je vais déjà un peu introduire Yehuda, il n'est pas vraiment le dirigeant politique capable suffisamment pour diriger les frères. Pourquoi? Parce que, imaginons, les frères viennent de revenir d'Égypte. Ils ont une histoire terrible à annoncer à Yaakov. Et ils doivent annoncer que Shimon a été pris en otage. Et qu'ensuite, ils ont obtenu seulement un petit peu à manger et qu'ils vont devoir retourner là-bas encore une seconde fois avec Binyamin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov entend cette histoire qui est déjà difficile à avaler et tout de suite, à ce moment-là, qu'est-ce que fait Réhouven? Réhouven, directement, vient et lui propose cette proposition-là. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est laisser un petit peu Yaakov digérer ce qui s'est passé. C'est là qu'on voit un véritable dirigeant politique. Il aurait dû laisser un peu Yaakov digérer. Parce que vraiment, l'histoire, elle est pas simple. Imaginez un père auquel on annonce, voilà, ton fils est pris en otage et on est obligé maintenant de revenir avec ton deuxième fils. Donc, au lieu de digérer, de laisser Yaakov un petit peu réfléchir, quelles sont les options, on va dire comme ça, qui se présentent à lui, et ce qu'il fait, c'est qu'il saute tout de suite, il lui dit, oh ouais, moi je te le ramène, il n'y a pas de problème, etc. Deuxièmement, il y a un autre problème, c'est que, en fin de compte, Yaakov sait que Binyamin, tant qu'il est chez lui, est protégé. À quel moment, en fait, compte, il va être obligé de commencer à réfléchir vraiment si il doit envoyer Binyamin? Eh bien, c'est quand il n'y aura plus à manger. C'est-à-dire quand ils auront terminé ce qu'ils viennent de ramener d'Égypte, la nourriture qu'ils viennent de ramener d'Égypte, tous les vivres que Yosef leur a donnés, eh bien, quand ils auront terminé ces vivres-là, à ce moment-là, ils auront effectivement le besoin de retourner en Égypte. C'est là que la question va se poser. C'est-à-dire que, premièrement, Réhouven ne laisse pas son père prendre du recul vis-à-vis des nouvelles terribles qu'il vient d'entendre. Deuxièmement, ce n'est pas le moment de lui proposer quoi que ce soit. On propose quelque chose dans une négociation quand on en a vraiment besoin. Pour le moment, on va dire comme ça, on n'est pas arrivé au mur qu'il faut passer. Il faut attendre que la nourriture se termine. Une fois que la nourriture va se terminer et que Yaakov verra bien qu'ils vont se trouver dans une situation dramatique, c'est-à-dire que s'il n'envoie pas Binyamin, tout le monde va mourir de faim, eh bien à ce moment-là, il pourra peut-être réfléchir que oui, il vaut mieux mettre en danger Binyamin que de mourir tout le monde de faim. Donc, ce n'est pas le moment. Deux erreurs de Réhouven. Il a proposé sa proposition beaucoup trop tôt. Deuxièmement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Il faut laisser d'abord Yaakov digérer. On remarquera plus tard quand on va parler de ce que va raconter Yehuda à Yaakov, que Yehuda va tout à fait, on va dire comme ça, appuyer sur les arguments qui sont vraiment importants. C'est-à-dire, on va mourir de faim. Parce que Yehuda attend. Il va attendre le moment où les vivres se terminent, comme va le dire le verset. Et ensuite, quand tout le monde aura faim et qu'il faudra continuer à manger, à ce moment-là, il dira à Yehuda, peut-être qu'on pourrait, il va dire à Yaakov, peut-être qu'on pourrait y aller. C'est peut-être le moment. Et à ce moment-là, ils vont devoir dire, oui, il n'y a pas le choix, il faudra prendre Binyamin avec nous.
Deuxièmement encore, et là c'est le Midrash qui est ramené par Rashi. Le Midrash que Rashi cite insiste sur le fait que la proposition de Reuven est franchement bizarre, pour ne pas dire plus que ça. En fait, qu'est-ce que dit Reuven? Moi, je l'ai déjà interprété d'une manière un peu plus édulcorée que ce que dit le verset, parce que le verset dit en fait dans le style qu'a utilisé Reuven, et elle le dit de manière extrêmement percutante. Parce que qu'est-ce que dit Reuven en fait? Il dit, je te permets de tuer mes deux enfants si je ne ramène pas Binyamin. Rachid dit la chose suivante. Yaakov lokibel devarav shel Reuven. Yaakov n'a pas du tout été convaincu par Reuven. Pourquoi? Bechor shoté ouzé. Quel imbécile, ce Bechor. Regardez le Rashi comment on le dit. Bechor shoté ouzé. Il est le dirigeant politique de la famille, parce qu'il est le Bechor, il va être le successeur. Mais c'est un crétin. Qu'est-ce que c'est que cette proposition qu'il me fait? Moi, je me plains, dit Rashi, ou Omer le Hamit Banav, il me dit que je peux tuer ses enfants. Vechi Banav emlo Banai, mais ces enfants ne sont-ils pas mes petits-enfants à moi? C'est-à-dire, en fait, dit Yaakov, tout mon problème, c'est que je ne veux pas perdre mes enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Si jamais tu perds ton fils, alors tu vas perdre aussi tes petits-fils. Il dit, mais c'est quoi ça? Il n'a pas compris du tout de quoi on parle. Moi, en fait, il dit, ce que je veux, donc il dit, ce que je veux, c'est en fait garder mes enfants, mes petits-enfants. Je veux garder la famille entière. Je ne veux pas perdre des enfants et des petits-enfants. Or là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a véritablement on va dire comme ça, un porte-à-faux entre ce que dit Reuven et Yaakov. Je vais l'exprimer de cette manière-là. L'argument qui gêne Yaakov pour envoyer Binyamin, c'est qu'il veut garder sa famille dans toute son intégralité. Il ne veut pas perdre encore d'autres enfants. Et Reuven, d'après Rachid, l'imbécile, qu'est-ce qu'il dit? Justement, il lui dit, tu sais quoi, tu peux encore perdre deux enfants si tu veux. Donc, il va exactement à l'encontre de ce que dit, propose Yaakov. Yaakov, oui, c'est ça. Donc, on se retrouve donc avec cette idée-là que Reuven ne fonctionne pas. Reuven ne fonctionne pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que Yaakov refuse complètement la proposition de Reuven. Mais ce n'est pas terminé. Il y a encore une troisième fois où il aurait pu faire preuve de capacité politique et où ça ne marche pas, c'est au moment de la vente de Yosef. C'est-à-dire, au moment où les frères décident de tuer Yosef, aussi bien Yehuda que Reuven ont décidé de sauver Yosef. Ils disent évidemment, la colère des frères est peut-être justifiée, mais elle ne justifie pas un meurtre. On ne va pas tuer un frère, ça n'existe pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? Reuven dit, on ne va pas vendre Yosef, ça c'est vrai, mais on va le jeter dans un puits. C'est-à-dire, en gros, on le met en prison, et on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais en fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait en fait ramener Yosef à son père. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'a pas été écouté, et qui c'est qui l'a écouté? Et qui c'est que les frères ont écouté? C'est Yehuda. On verra par la suite pourquoi ils ont préféré la proposition de Yehuda. Mais en tout cas, ce qui s'avère de manière très très claire, c'est que Reuven, sa proposition, même si elle est acceptée dans un premier temps, elle a quelque chose d'un petit peu vicieux. Parce que ce qui est un peu, on va dire comme ça, gênant, c'est qu'il a proposé quelque chose aux frères, mais il avait l'intention de faire tout à fait autre chose. Il a dit, bon, on va le jeter dans un puits pour le moment, sous-entendu, on va le tuer plus tard. Mais en fait, il voulait tromper les frères et sortir Yosef du puits et le ramener à son père. Ce qui va se passer par la suite le prouve. Parce que au moment
où il va revenir chercher Yosef et qu'il ne voit pas Yosef, à ce moment-là, il dit aux frères, ah, regardez dans quel état vous m'avez mis, etc. Moi, j'avais l'intention de le ramener, maintenant il a disparu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et les frères lui ont dit, bon, on l'a vendu. Mais ce qui s'est passé, donc, c'est qu'en fait, il avait l'intention de faire quelque chose que les frères n'avaient pas spécialement accepté. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant politique, il a en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va le dire comme ça en langage moderne, il avait un programme qu'il a annoncé et il a fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire, en fait, il n'avait pas du tout l'intention de rester fidèle à son programme. Et il leur a donné un certain nombre d'informations qui étaient en fait erronées et il avait l'intention de faire tout à fait autre chose dès le départ. Et il y en a qui vont trouver certainement des rapprochements avec la politique actuelle. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que Reuven n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Il a dit ce qu'il avait l'intention de faire, mais en fait, il voulait faire tout à fait autre chose. Et donc, à la suite de ces, on va dire comme ça, de ces différents événements, ce qu'il a passé avec la femme de Yaakov, ce qu'il a fait ensuite avec, avec la vente de Yosef et l'histoire de Binyamin, on voit qu'il n'a pas véritablement réussi à prouver qu'il était digne d'être le dirigeant que la famille de Yaakov attend. Il y a encore d'autres, une fois qu'on a passé Reuven, parce qu'on va selon le droit d'aînesse, eh bien, il y en a d'autres qui sont candidats dans cette grande foire politique. C'est Shimon et Lévi. Parce qu'après Reuven, il y a Shimon et Lévi. Okay. Alors là, c'est une autre histoire. Au moment où on commence à regarder, on se rend compte que Shimon et Lévi ne sont pas, et là je vais peut-être vous lire ça, peut-être d'une manière auquel vous n'avez pas pensé, c'est que Shimon et Lévi, quand ils ont pris la décision de faire ce qui s'est passé à Shrem, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils ont convaincu les frères de venir avec eux. C'est-à-dire que, en fait, il est écrit dans les versets que les deux, Shimon et Lévi, sont partis là-bas, mais il est écrit ensuite que les enfants de Yaakov ont pillé la ville et sont rentrés là-bas, Caniré aussi, pour tuer des gens, etc. C'est-à-dire que les frères ont participé à la reprise, on va dire comme ça, à la libération de Dina du palais de Shrem, et ils ont en fait été convaincus par Shimon et Lévi de venir faire ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardons les versets, et on va voir que les méthodes de Shimon et Lévi sont pour le moins expéditives. Et c'est ça qui va justement provoquer le fait que Yaakov va leur refuser de devenir les dirigeants à la place de Reuven. Reuven a perdu déjà sa place, on l'a vu tout au long de l'histoire, mais Shimon et Lévi, eux, ont perdu leur place bien plus tôt que Reuven, déjà avant. Regardez ce que dit le verset. Premièrement, on lit à la ligne 20. Vaïi bayom ashlishi, biotam koavim. Quand les gens de Shrem étaient donc sous le coup de la Brit Mila, sous le coup de l'opération, en fait, de la Brit Mila, Vaïkrou, regardez bien le terme. Shne bene Yaakov, Shimon velevi. Le verset les appelle Bnei Yaakov. Je vais traduire. Et deux des enfants de Yaakov, mais plutôt dire, maintenant on va le lire un peu différemment, deux représentants des enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, Achi Dina, qui sont les frères de Dina, ont pris leur épée, Vayavou Elaïr Betach, et ils sont rentrés dans la ville sans aucun problème, puisque les gens étaient malades, Vayahargu Kol Zachar. C'est-à-dire qu'en fait, Shne Bene Yaakov, parce qu'ils étaient les représentants des frères de Yaakov, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait preuve véritablement de direction politique. Ils ont réussi à convaincre les frères que c'est ce qu'il faut. Et donc, ils vont là-bas, Vayargu et Shrem Beno, etc., Vayikru et Dina, Vayetsu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, les frères sont venus piller la ville, terminer le travail. C'est-à-dire, en fait, si maintenant on essaye de se représenter ce qui s'est passé dans les coulisses de ce que la Torah nous raconte,
eh bien, on a l'impression suivante. Yaakov n'est au courant de rien. Shimon et Lévi ont décidé qu'il faut récupérer Dina. Ils convainquent les frères de le faire. Ils vont eux-mêmes en explorateur, on va dire comme ça, pas en explorateur, mais en premier lieu, ils vont là-bas tuer les gens les plus importants. Les frères ensuite viennent, pillent la ville et tuent ceux qui restent. Quelle est la réaction de Yaakov? La réaction de Yaakov est extrêmement violente. Achartem oti le'avisheni beyoshev haaretz. Ligne 23. Leur dit Yaakov, vous avez fait quelque chose qui m'a sali, le'avisheni, qui me rend pourri, c'est-à-dire qui me rend mauvais aux yeux de ceux qui habitent dans ce pays, à Knaani va Prisi. Vani metemispar. Et moi, je suis inférieur en nombre à tous ces peuples qui vivent ici. Ne'esfu alai. Maintenant, ils vont faire une coalition. Vehikuni. Ils vont me battre parce qu'on n'a pas suffisamment de force pour lutter contre tous les rois de la région. Venishma de Tiani ou Beti. Et on va se faire massacrer, moi et ma famille. Quelle est la réponse de Yaakov? La réponse de Yaakov est, même si vous avez raison sur le fond, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est insupportable ce qui s'est passé avec Dina, d'un point de vue politique, j'aurais dit géopolitique, vous avez fait une erreur dramatique. C'est ce que dit Yaakov. C'est-à-dire, en fait, il leur dit, vous êtes indignes d'être de dirigeants politiques, vous ne comprenez rien à la politique. Ce n'est pas le moment, en fait, c'est ce que dit Yaakov. Yaakov leur dit, mais ce n'est pas du tout le moment où il faut faire ça. Parce que vous avez commis maintenant un acte qui va entraîner une coalition qui n'existait pas avant le massacre de Shrem ou avant la guerre de Shrem. C'est-à-dire ce que leur dit Yaakov, il dit, pour le moment, notre but, c'est de faire la guerre et de surmonter toutes les difficultés de l'entrée en terre de Canaan. Et d'un point de vue politique, il faut que les peuples restent isolés les uns des autres. Parce que nous, on est suffisamment forts. Je rappelle que Esav, quand il a rencontré Yaakov, est venu avec 400 soldats, c'est-à-dire qu'il savait qu'il avait beaucoup à craindre de la réaction de c'est très vieux. Il avait beaucoup à craindre de la réaction de Yaakov. C'est donc pour ça que quand il réagit, Yaakov, il leur dit, faites attention, on a une armée forte, on est capable de lutter contre ceux qui vont venir, mais pas s'ils sont ensemble. Or, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez provoqué maintenant qu'à la suite de la guerre contre Shrem, qu'on a gagné, on n'a pas de problème, on a gagné la guerre, vous avez compris qu'effectivement, on est plus fort que Shrem. Mais pourquoi je ne voulais pas réagir? Parce que moi, je préfère d'abord battre petit à petit les peuples qui sont ici. Ensuite, quand les Knaani, on les aura battus et les Prisi, on les aura battus, à ce moment-là, on reviendra rechercher et on battra Shrem. Parce que maintenant, ce que vous avez fait, ça a provoqué l'union des pays contre nous et des autres rois contre nous. Et donc, on ne peut pas surmonter tout le monde à la fois. Il faut faire ça, comme on dit, Turquie, un à la suite de l'autre. Donc en fait, qu'est-ce qu'a prouvé Yaakov aux frères, à Shimon et Lévi? Il leur a dit, vous êtes véritablement des incapables politiques. Donc, Reuven a prouvé qu'il n'était pas vraiment doué. Shimon et Lévi ont prouvé par l'histoire de Shrem qu'ils sont incapables de diriger la famille politiquement. Parce que, voilà, ils ont commis quelque chose qui a prouvé qu'ils prennent des décisions qui sont des décisions, j'aurais pu dire comme ça, impulsives et qui ne sont pas réfléchies. Là aussi, vous pouvez appliquer ça à un certain nombre de gens et un certain nombre de dirigeants politiques que nous connaissons aujourd'hui. Comme on dit chez nous, il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui sont là et pour ceux qui étaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Shimon et Lévi, eh bien, voilà la décision définitive de Yaakov. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Shimon, Lévi, Achim, Kle Hamas Mechorotehem, Besodam al Tavonashi,
Beke'alam al techad kevodi, ki be'apam argu ish u'birtzonam akrushor, arur apam ki az ve'evratam ki kashata, achalkem be'Yaakov vafitzem be'Israël. Yaakov maudit les frères. Il maudit les frères. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il leur dit, vous êtes tellement des incapables politiques que je préfère vous disperser à l'intérieur du pays que de vous donner un territoire seulement pour vous, parce que vous êtes dangereux. Votre efficacité politique, soi-disant, qui est de on fonce, on frappe, et puis on fait tout sauter, et Dieu pourvoira au reste, c'est une aberration qui ne mérite pas d'exister en Israël. C'est pour ça que les Lévi'im n'ont pas de territoire. Ils ont des villes qui sont dispersées dans le territoire des autres, et que Shimon non plus n'a pas de territoire. Lui aussi, il n'a que des villes dispersées dans le reste du pays. Vous remarquerez que Yaakov dit clairement les décisions politiques impulsives et en général violentes sont complètement bannies du lexique politique d'Israël. Alors, qui est maintenant le suivant? Reuven, perdu. Shimon, Lévi, les suivants, perdus. Ben, on va passer maintenant à un autre aîné. Qui est l'aîné? Yosef. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Qui mérite d'être a priori un dirigeant politique? Eh bien, celui qui est devenu un dirigeant politique, c'est-à-dire Yosef. Là, il n'y a pas de doute. Là, on a vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Yosef, mais il est devenu un dirigeant politique. Il sait s'y faire. Il sait comment faire pour devenir un dirigeant politique. Regardez le texte, ligne 30, où Gaon, c'est un vrai génie politique. Je rappelle que dans l'histoire de Yosef qu'on a vu les semaines précédentes, à peine arrivé chez Potiphar, il devient celui qui dirige la maison de Potiphar. Une fois qu'il arrive dans la prison, il devient celui qui dirige les prisonniers. Quand il arrive chez Pharaon, il devient l'aide de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a véritablement, et on va dire comme ça, une capacité politique exceptionnelle. C'est quelqu'un qui est tzaddik, Yosef ha-tzaddik, quelqu'un qui est droit. Avec l'histoire de Potiphar, on le voit. Et surtout, il a rêvé d'être dirigeant politique. Et il est devenu dirigeant. C'est-à-dire qu'a priori, celui qui doit devenir véritablement le chef politique, c'est Yosef. Là, il n'y a plus aucun doute. On a véritablement, enfin, le successeur véritable. Donc, pas Reuven, pas Shimon Lévi, mais Yosef. Or, malheureusement, il y a pour lui un grand avantage, il est l'aîné de Rachel. Donc, il a le droit, en tant que droit d'aînesse, d'être l'aîné. Donc, d'être le successeur. Il y a juste un petit problème avec lui. Je suppose que vous l'avez découvert vous-même. Le petit problème, c'est que personne ne veut de lui. C'est ça. C'est-à-dire, un dirigeant politique, c'est bien beau d'avoir les capacités, mais il faut qu'on t'accepte. Je ne citerai pas encore des choses modernes, ni des gens, mais on avait il n'y a pas longtemps un dirigeant politique qui avait beaucoup de qualités politiques, très certainement un dirigeant né, mais qui n'est pas apprécié. Les gens n'en veulent pas. Et c'est ce que dit ici le texte. Ayalo rak chisaron echad, ligne 33 en rouge, ou lo aya mekubal alechav. Depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Yaakov et aux frères, regardez, c'est moi qui vais diriger la famille. Et tout de suite, levé de bouclier, on ne te veut pas. On ne veut pas de toi. Et ça va même encore beaucoup plus loin, même quand dans la paracha de cette semaine, après la mort de Yaakov et l'enterrement de Yaakov, après qu'on se soit déjà véritablement remis, les frères se sont remis ensemble, qu'ils ont accepté que maintenant, oui, Yosef est devenu le dirigeant de l'Égypte, et donc il est le dirigeant de la famille, et on accepte de venir en Égypte, Yaakov accepte de venir en Égypte pour suivre Yosef, il n'en demeure pas moins qu'après l'enterrement de Yaakov, les frères viennent voir Yosef et lui disent, tu sais que Yaakov a dit que tu ne devais pas nous tuer. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que malgré que la paix soit revenue dans la famille, bien que les frères ont retrouvé Yosef
et que Yosef ait fait preuve, on va dire comme ça, d'amende honorable auprès des frères, les frères n'ont toujours pas confiance en lui. Et le verset nous dit quelque chose de terrible, Yosef a pleuré. C'est-à-dire que Yosef s'est mis à pleurer quand il a entendu que malgré tout ce qu'il a fait pour eux, bien qu'il ne s'est pas vengé, etc., les frères n'ont toujours pas confiance en lui. C'est-à-dire, ce que nous dit ici le texte, il est devenu le roi d'Égypte, pratiquement, juste en dessous de Pharaon. Il est l'homme, le dirigeant politique le plus fort de la région, mais il n'est pas capable d'être celui qui va diriger la famille de Yaakov, parce que la famille de Yaakov n'en veut pas. Tout simplement, n'en veut pas. Et donc, on se retrouve maintenant, si maintenant vous comprenez les versets qu'on avait vus dans Divrei Yamim, on se retrouve maintenant donc avec la position suivante. Reuven, l'aîné de Léa, et l'aîné globalement de Yaakov, a perdu sa position. Shimon et Lévi, depuis longtemps, ont perdu leur position à cause de leur capacité, on va dire comme ça, vers leur spécificité un peu violente. Yosef l'a perdu aussi. Pourquoi? Parce que dès le départ, les frères ne veulent pas de lui. Qui c'est qui reste maintenant? Qui peut faire quelque chose? Yehuda. Et on va voir que Yehuda, c'est pas un personnage simple. C'est pas quelqu'un de très, on va dire comme ça, le grand tzaddik. On ne dit pas Yehuda tzaddik, comme on dit Yosef à tzaddik. Yosef, c'est un tzaddik. Ah, Yehuda, pas vraiment. On voit qu'il a fait toutes sortes de choses. Je rappelle l'histoire de Tamar, j'appelle l'histoire de toutes sortes de choses qui ne sont pas très, très claires. Donc, il n'était pas un grand tzaddik. Et on n'a pas vu non plus qu'il était aussi génial que que Yosef, d'un point de vue politique, c'est-à-dire mais il avait quelque chose de très fort. Premièrement, les frères l'apprécient. Deuxièmement, c'est quelqu'un, on va le voir dans le texte, qui est extrêmement pragmatique. Il est pragmatique, intelligent, il sait prendre des décisions et il a une puissance politique, on va dire comme ça, prouvée. Par ailleurs, il est charismatique. Et on va le voir maintenant à trois moments de son histoire. Il va devoir réagir et il va prendre les bonnes décisions et celles qui vont permettre à la famille de Yaakov de s'en sortir. C'est-à-dire en fait que Yehuda a prouvé qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être Yosef, il n'y a pas non plus besoin d'être l'aîné, mais on peut être un dirigeant politique correct, même si on n'est pas l'aîné et même si on n'est pas génial. Il faut simplement savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et savoir convaincre ceux qui doivent suivre ces décisions que c'est la bonne décision. Regardez maintenant, on va commencer avec l'histoire de Yosef. Premièrement, on est d'accord. Reuven dit, ne tuez pas Yosef, mais jetez-le dans un puits. Pourquoi Reuven a fait ça? Eh bien, évidemment, pour sauver Yosef, parce qu'il avait l'intention de ramener Yosef à son père. Je ne veux pas dire que Yehuda avait compris ce que voulait faire Reuven, mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je pense que d'un point de vue logique, Yehuda s'est rendu compte que le jeter dans un puits, ça ne servait à rien. C'est pour ça que tout de suite, dès qu'ils vont voir passer la caravane des Ishmaélim ou des Midianim, eh bien, Yehuda va dire, ah ben on va le vendre. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Reuven a dit aux frères, on va le jeter dans un puits et on va le laisser mourir là-bas. Il avait l'intention de le sauver. Maintenant, qu'est-ce que fait Yehuda? Il commence à réfléchir. Il dit, oh là, mais ça ne va jamais marcher cette histoire-là. Supposons que Yosef meurt là-bas. On a perdu tout, parce qu'on a créé dans la famille une scission absolument impossible à résoudre. Pourquoi? Nous, les enfants de Yaakov, avons tué un des fils de Yaakov,
jamais on récupérera Yaakov, notre père. C'est-à-dire, si jamais on tue Yosef, eh bien, c'est foutu. C'est-à-dire que la famille est perdue d'office. Yaakov ne nous pardonnera jamais ce qui s'est passé, ça veut dire que la famille éclate et il n'y a plus rien. Donc, Yehuda est tout à fait conscient, ce que les frères veulent faire, tuer Yosef, c'est impossible à faire. Je ne sais pas ce que Reuven veut faire, pense Yehuda, mais imaginons qu'ils veuillent ramener Yosef aux frères, à Yaakov. Supposons. Eh bien, le raisonnement de Yehuda aurait été le suivant. Ça ne va pas aller mieux. Pourquoi? Parce que Reuven, ayant trompé les frères, jamais les frères ne feront confiance à Reuven, et en tant que dirigeant de la famille, Reuven a perdu sa place. C'est-à-dire, en fait, dit Yehuda, on est tombé dans un piège. Parce que si jamais il meurt dans la fosse, eh bien, c'est nous qui faisons éclater la famille. Et si jamais Yosef est ramené à Yaakov par Reuven, eh bien, ça va être l'explosion entre les frères. C'est-à-dire qu'on n'acceptera plus du tout la direction de Reuven, qui jusqu'à présent était, comme le dit le verset de Divrayim, il aurait dû être le successeur de Yaakov. C'est lui qui devait diriger la famille. Donc, jamais on n'acceptera le fait que le régime, on va dire comme ça, le régime de Reuven, jamais on l'acceptera. Et, pardon, et donc, la famille va éclater. De plus, Yehuda a aussi réfléchi, il se dit, oula, il y a aussi un autre problème. Il y a une tension entre les frères. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la tension, il faut, on va dire comme ça, la rejeter. Il faut l'évincer de la famille. Il faut arriver à arranger la famille. Le but de Yehuda, ce n'est pas seulement de ramener, sauver Yosef, c'est aussi de faire que la famille reste entière. Et donc, qu'est-ce que fait Yehuda? Et là, vous allez voir l'intelligence politique de Yehuda. Yehuda, donc, voilà, imaginez la scène. On est assis, Yosef est dans la fosse, il est en train de crier là-bas, comme le raconte Reuven plus tard, au moment où ils sont pris par Yosef en Égypte et qu'ils sont mis en prison. Qu'est-ce que dit Reuven aux frères? Vous voyez, c'est la punition qu'on reçoit parce que Yosef nous a appelés de la fosse en nous demandant pitié et que nous, on n'a pas répondu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger, Yosef est en train de hurler dans la fosse et passe une caravane. Là, on voit la différence entre Reuven et Yehuda. Yehuda dit tout de suite, pardon, Reuven est parti, Yehuda dit tout de suite aux frères, on va résoudre le problème maintenant. On va le vendre. C'est-à-dire, d'un côté, on ne le tue pas, donc on n'est pas responsable, ce n'est pas nous. Deuxièmement, il n'est pas mort, parce qu'il est seulement vendu, il est esclave. Troisièmement, on protège la famille. Ben oui, et il n'est plus là. Maintenant, à partir du moment où Yosef est parti, c'est-à-dire qu'il a été vendu, eh bien, on a tout gagné. Comme on dit aujourd'hui, c'est un win-win. Là, on est sûr de tout gagner. On ne l'a pas tué. Deuxièmement, ligne 28, c'est notre frère, on ne va quand même pas tuer notre frère. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas versé de sang, on a éloigné Yosef, et donc, troisièmement, on a puni Yosef. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que dit Yehuda? Yehuda dit aux frères, maintenant je vais mettre ça dans le langage de la négociation. Yehuda arrive à négocier avec les frères et il leur dit, vous voulez vous venger de ce qu'a fait Yosef? Pas de problème. Le vendre comme esclave, c'est une bonne vengeance. Vous voulez le tuer? Ça, c'est mauvais. On ne va pas le tuer, c'est fou. On ne va pas tuer notre frère. On ne va pas verser du sang. Regardez, on a win-win. On le vend, on est débarrassé de lui, mais il n'est pas mort. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec Yaakov? Rien. On va lui dire qu'il a été pris par une bête féroce. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Yehuda propose aux frères quelque chose qu'ils peuvent accepter, à l'encontre de Reuven qui avait proposé quelque chose pour tromper les frères. Lui, il arrive à convaincre les frères. C'est complètement différent. Et comme il arrive à convaincre les frères, eh bien, il arrive véritablement à sortir la famille on va dire comme ça, du broch
dans lequel elle était. Et donc, ce qui s'est passé, il est devenu, à partir de ce moment-là, il est devenu véritablement le dirigeant des frères, comme il est écrit, Vayishmeu Echav. C'est-à-dire, quand il est écrit que les frères l'ont écouté, ça veut dire, OK, toi, tu sais quoi faire. OK, on t'écoute. Et donc, à partir de ce moment-là, Yehuda, en proposant l'histoire de le vendre, il a dit en fait aux frères, regardez, c'est la proposition, on va dire comme ça, c'est la pshara, en fait comme ça. C'est une pshara. Ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, mais ce n'est pas non plus vraiment ce que vous ne voulez pas. C'est entre les deux. C'est une espèce d'intermédiaire que j'ai créé, point de vue politique, et ça marchera. Deuxièmement, donc il dit, on est capable de faire ce qu'il faut. En fait, on est, je vais dire comme ça, on est pragmatique. On ne peut pas le tuer, mais on ne le veut pas à la maison. Alors on le vend. C'est intermédiaire, c'est bon. Deuxièmement, attendez, je vais faire entrer Madame Benamou, voilà. Deuxièmement, il ne trompe pas le frère, il ne trompe pas les frères. Il leur dit, voilà ce qu'on va faire, et il s'adresse à eux de manière tout à fait honorable. Troisièmement, il a compris que ça ne sert à rien de s'opposer aux frères comme voulait faire Réhouven. C'est-à-dire, qu'est-ce que voulait faire Réhouven? Vous voulez le tuer, je le ramène à Yaakov. C'est-à-dire, la tension va rester dans la famille. Ça, il ne le fait pas. Et donc, en fait, du point de vue politique, il a trouvé la bonne solution. Et enfin, quatrièmement, il a trouvé le bon moment pour le faire. Il voit passer la caravane, et maintenant, je remets tout ça dans le truc et vous allez tout de suite comprendre en quoi c'était l'intelligence politique de Yehuda. Il voit passer la caravane, il leur dit, hey, c'est l'occasion ou jamais. Si jamais on ne le vend pas tout de suite, alors il n'y a pas deux solutions. Ou il meurt là-bas, ou Reuven va le ramener. Et donc, il dit, il n'y a pas de possibilité. Vous n'avez pas le choix maintenant. Vous allez devoir prendre une décision. Et donc, voilà, c'est ce que fait Yehuda, et ça fonctionne. Les frères disent, OK, c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Deuxièmement, au moment de l'histoire de Tamar, bon, tout le monde connaît l'histoire de Tamar, ce qui est important, c'est qu'en tant que dirigeant politique, il reconnaît devant tout le monde qu'il s'est trompé. Tzadka mimeni. C'est-à-dire, il dit, j'ai fait des choses qui ne sont pas claires, c'est vrai, mais je reconnais, je n'étais pas Besséder. Je n'étais pas truc. C'est ce qu'il a fait là-bas. Et enfin, au moment de l'histoire de Binyamin, on avait parlé déjà, parlé de ça avec Reuven. Eh bien, la proposition de Yehuda est beaucoup plus pragmatique que celle de Reuven. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il attend qu'on meure de faim. On est arrivé, la famine reprend le dessus. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Il va voir Yaakov et il lui dit, papa, on a un problème. Est-ce qu'on va tous mourir, oui ou non? Si tu refuses maintenant d'envoyer Binyamin, ce n'est pas seulement Binyamin qui va mourir, c'est tout le monde. Donc il dit, il faut sauver la famille. Il n'y a pas le choix. Et au lieu de dire comme Reuven, tu peux tuer mes enfants, il lui dit, je prends sur moi la responsabilité. Je suis le responsable. Compte sur moi. Je ne peux pas te garantir qu'il ne se produira rien, mais je serai véritablement le responsable. Et donc, ce qui s'est passé, au moment où Yosef dit je garde Binyamin, c'est Yehuda qui vient, début de la paracha, Vaïgash elav Yehuda, et il arrive à, écoutez bien, à convaincre Yosef d'arrêter le Hassimagré. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas, il ne sait pas que c'est Yosef, mais il a la force politique dans la négociation avec Yosef de montrer à Yosef que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose d'inhumain. Et il dit, si tu veux garder quelqu'un, garde-moi, mais le fils, renvoie-le. C'est-à-dire, je suis prêt à prendre mes responsabilités et à mourir, même s'il le faut, pour sauver mon frère. Et donc, si on veut résumer, comment ça se fait que Yehuda a réussi à devenir véritablement le dirigeant? Eh bien, d'abord, on le voit à la bracha de Yaakov. Yaakov lui dit, Lo yasur shevet mi Yehuda vemechoket mi ben raglav. C'est-à-dire, il dit, mon successeur, c'est Yehuda. Il a prouvé qu'il était capable de faire tout. Et dans le texte là, il y a une très belle phrase qui dit que, enfin c'était une phrase que j'ai trouvée ailleurs, qui dit la chose suivante. Reuven, il est tzodek
mais pas chacham. Il fait des choses justes, mais il n'a pas d'intelligence politique. Par contre, Yehuda, il est tzodek. C'est vrai qu'il a raison, mais il est aussi chacham. Il sait quand il faut le faire et comment il faut le faire. Et c'est pour ça qu'il a prouvé, donc, par toutes ses actions, il a prouvé qu'il est capable et digne d'être un homme politique, c'est-à-dire de diriger la famille. Et donc, ce n'est pas pour rien que la Torah, en fait, et Yaakov le nomme dirigeant politique, et c'est lui qui va rester, en fait, le dirigeant politique de la famille. Et ce n'est pas pour rien que David Améler va venir de lui et que toute la royauté vient de Yehuda, parce que Yehuda a prouvé qu'il est véritablement capable de diriger la famille et qu'il a toutes les capacités de le faire pour le bien de la famille. Voilà, si vous avez des remarques. Merci beaucoup. Vous pouvez nous actualiser la situation? Eh bien, ce qu'on voit de là, c'est qu'il ne faut pas mentir, premièrement. C'est-à-dire que maintenant, si on actualise, on va prendre par exemple Bennett. Ah, c'est pas clair, parce que là, Bennett, vraiment, il a pas dit ce qu'il fallait. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que Bennett, il a beaucoup des capacités de Yehuda. C'est-à-dire qu'il a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et il a fait, c'est vrai qu'il n'a pas tenu parole, mais d'un autre côté, il avait les autres capacités de Yehuda, c'est d'avoir choisi au bon moment de faire ce qu'il fait, etc. Binyamin Netanyahu, il a beaucoup de Yosef. Hein. C'est quelqu'un d'exceptionnel, vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais son manque de, on va dire comme ça, son manque de droiture fait que vraiment, c'est difficile à accepter. Lui aussi, il ne dit pas exactement ce qu'il veut et puis il utilise des choses comme ça. Quand il y avait les gens du Maharach, on voyait bien qu'il y avait aussi des gens comme ça, politiquement très, très forts, comme par exemple Shimon Peres avait été à l'époque, avait prouvé qu'il était capable de diriger en politique, bien qu'il ne soit jamais devenu ou presque. Il n'a jamais dirigé le pays, Shimon Peres. Et d'autres sont tombés à cause des problèmes de malversation et des problèmes financiers. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la Torah, elle demande beaucoup de l'homme politique d'Israël, du dirigeant politique. Elle demande d'être droit, intègre, de ne jamais mentir, de dire vraiment ce qu'il va faire, d'avoir des principes et d'avoir des capacités politiques telles qu'il sache prendre la bonne décision au bon moment. Et surtout, j'aurais rajouté, d'être accepté par la majorité du pays. C'est ce qui manque aujourd'hui peut-être au gouvernement d'aujourd'hui, dans lequel mais il a peut-être la majorité des voix, mais on peut dire que je ne sais pas si la majorité du pays l'accepterait aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas clair. C'est pas clair que c'est ça. Mais les qualités politiques peuvent être partagées. C'est ce qui fait peut-être que… Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas un dirigeant politique, c'est un gouvernement dans lequel peut-être certains ont la capacité politique de faire ça, d'autres ont la capacité de faire autre chose. Donc, c'est peut-être comme ça aussi que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci bien. Je voulais dire juste une chose. Oui, Bebakasha. On m'entend. On aurait j'ai oublié de dire qu'on va, Magdishim et Ashiour Leilou Nishmat à Baal Shelach. J'ai oublié de le dire. Je voulais vous dire une chose. D'abord, je vous remercie parce que je vous suis depuis très longtemps et je sais quel est votre niveau et c'est pour moi extraordinaire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est enfin maintenant, c'est le premier coup, la première chose que je fais après ce deuil que je viens de subir. Et je voulais vous dire que ça correspond tout à fait à ce qu'était mon mari, ce que tout le monde a dit. C'était un dirigeant, c'était quelqu'un, même son frère, il a dit, c'était pour moi un frère, c'était pour moi un père, c'était pour moi un maître. Il a dirigé toute la famille alors qu'ils étaient 4 frères. C'est lui qui leur a fait une grande partie. Oui, il leur a fait leur situation. Il était toujours là à dire les bonnes choses et au bon moment et toujours très droit. Et ça a été reconnu de quelqu'un de très droit. Et en plus, il avait la qualité de jamais penser que ce qu'il faisait, il a fait quand même beaucoup de choses, Yeshiva, Midrasha, qu'il a créé, il a toujours pensé que c'était pas son kohar à lui, c'était le kohar que lui donnait, c'était la Emouna, c'était le kohar que lui donnait Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il avait, c'était Akadosh Baruch Hu, il lui donnait pour lui permettre de faire quelque chose.
Donc, il avait une grande anava aussi, une grande émouna surtout. Même il ne disait pas ce qu'il faisait, alors qu'il a fait beaucoup de choses, et ça a été dit maintenant. Alors, le cours, même, Rav, vous êtes mon Rav depuis très longtemps, donc vous avez pris ce cours qui tombe très très bien avec la personnalité de mon mari. Je me qui a fait ça parce que je n'avais pas spécialisé. Malheureusement, comme j'étais à Eilat, donc je n'ai pas du tout pu. Oui, je sais, je l'ai entendu. Non, mais vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté. Voilà, même là, c'est vrai. Donc, ça m'aide. Tout ça, ça m'aide. Et merci encore. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Oui, ouais, c'était pour tout le monde, un mensch extraordinaire. C'est vraiment. On sait aujourd'hui combien c'est. Ouais, Lisou. En tout cas, on t'embrasse et il faut beaucoup de courage, mais il est dans notre cœur, vraiment. C'était un personnage exceptionnel. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Kol Tov à tout le monde. Merci. Et Shabbat Shalom et Lisou, à bientôt. À très bientôt.